Une civilisation peut-elle mourir? L'histoire ne nous donne pas sur ce point de réponse apaisante. Les signes de déclin abondent en cette fin de siècle. Il est à peine besoin de les énumérer. D'où provient ce repli des valeurs? Quelle est la ligne de fracture à partir de laquelle s'est amorcée la descente? Un texte abondamment répandu à l'occasion du bicentenaire de la Révolution la situe historiquement. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces 17 articles semblent à beaucoup remplis d'intentions généreuses. Ils sont pourtant frappés d'un vice irrémissible. Tous ces beaux droits que l'on promet sans distinction à l'ensemble des citoyens, qui les leur donnera? Sur quel principe supérieur s'appuie l'aspiration reconnue aux citoyens de désirer le bonheur de tous? Si le préambule de Mirabeau dans la première déclaration, celle de 1789, fait encore une fugitive référence à l'être suprême, Dieu est délibérément rejeté par cette phrase. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Déplacement ontologique lourd de conséquences. La société part, du fait même, à la dérive, ne se sentant plus obligée par la souveraineté divine, échappant à la loi naturelle qui est inscrite au plus profond de l'homme et non dans le décret des urnes. Au point que la divergence ira s'accentuant jusqu'à autoriser le meurtre des plus faibles, c'est-à-dire des enfants près de naître. La déclaration entre en contradiction avec elle-même, puisque la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Ayant fait table rase des impératifs de la conscience, du décalogue et de la morale chrétienne, la Révolution laisse l'homme devant un vide tragique qu'elle va s'efforcer de combler par une prolifération de lois positives, fixant dans le détail les limites à la liberté qu'elle proclame. Sait-on que, depuis juillet 1789 à octobre 1795, soit en 6 ans, furent promulguées 15 479 lois. La République poursuivra dans ce sens, multipliant les interdictions, puisque le Code est principalement destiné à défendre, faisant et défaisant, et non plus même en vertu de la volonté générale que l'on réputait souveraine, selon la volonté des gouvernements successifs et contradictoires. Pour parler plus exactement, des partis au pouvoir. Les projets de loi l'emportent incomparablement en nombre sur les propositions d'origine parlementaire. Les référendums d'initiative populaire ne figurent pas dans la Constitution. Ainsi, la souveraineté arrachée aux dirigeants naturels agissant au nom de Dieu n'a-t-elle été conférée que trompeusement au peuple? Le principe selon lequel ne peut être empêché ce qui n'est pas défendu par la loi ouvre la porte à la licence. Un humoriste qui parlait juste en a conclu que tout ce qui n'est pas défendu est obligatoire. Combien de fois n'interprète-t-on pas de cette manière les principes révolutionnaires? Une autre conséquence en découle. D'innombrables faits le montrent, livrés chaque jour par l'actualité des journaux. On peut faire légalement des actions immorales. Dans un monde bouleversé et inquiet qui ne sait à quoi se raccrocher, Sainte Jeanne d'Arc demeure l'incarnation d'une permanence, la permanence de la tradition française. Les temps qui viennent vont être difficiles, les menaces s'accumulent. Un autre objectif à atteindre est l'union des forces de la nation. La solution passe par l'oubli des clivages politiques, hérités eux aussi de la Révolution dite française. C'est bien alors que l'on a commencé à siéger à droite et à gauche. Les positions se sont durcies en même temps qu'elles devenaient plus politiciennes, servant avant tout à déterminer des camps pour la conquête du pouvoir. Il y a une autre voie à trouver que les alternatives droite-gauche ou libéralisme effréné, socialisme doctrinaire. Il faut la découvrir dans les profondeurs de notre tradition et de notre histoire.